Rebonjour. Donc, Céline et moi, on est très heureuses d'être ici avec vous pour vous présenter le cerveau enseigné aux élèves. Donc, le plan de la présentation, premièrement, ce sera divisé en trois parties. Donc, la première partie sera une partie plus théorique, si on veut. Donc, on va se poser la question, quels sont les effets d'enseigner aux élèves le fonctionnement de leur cerveau? Donc, qu'est-ce que dit la recherche à ce sujet-là? Je vais commencer donc avec cette partie-là pour la première section de la conférence. Dans un deuxième temps, Céline prendra la parole pour vous faire un aperçu plus pratique, si on veut, de comment on peut enseigner finalement le fonctionnement des élèves, le fonctionnement du cerveau aux élèves. Et dans un troisième temps, donc après la pause, ce sera à votre tour. Donc, on aura un atelier. Vous avez formé des équipes plus tôt, donc ce sera en équipe. Et on vous demandera de concevoir une activité pédagogique qui vise à enseigner aux élèves le fonctionnement de leur cerveau. Donc, première partie, quels sont les effets d'enseigner aux élèves le fonctionnement de leur cerveau? Un court aperçu des recherches. Donc, d'abord, je fais un petit rappel sur le concept de neuroplasticité, dont on a parlé un peu ce matin, qui est la capacité du cerveau à modifier ses connexions neuronales par l'apprentissage. Donc, lorsqu'on apprend, le cerveau change. Les connexions entre les neurones, donc on a aussi notre petit effet spécial. Les connexions entre les neurones peuvent se renforcer, se créer, se renforcer, s'affaiblir et même disparaître ultimement. Et donc, l'idée étant que plus on active les réseaux de neurones, des neurones ensemble, plus ils se connectent ensemble, le principe de Hebb dont Bruno Dubuc vous a parlé ce matin, et plus ils sont activés de façon répétée, plus les connexions entre les neurones se renforcent et deviennent efficaces. Donc, le cerveau est loin d'être fixe, on en a parlé en long et en large ce matin, il est dynamique, il est plastique. Je vous montre un court vidéo qui présente la connexion justement entre des neurones. Donc, vous allez voir que ce neurone-ci, en fait, va se prolonger, les dendrites vont se prolonger pour aller se connecter à l'autre neurone. Donc, c'est fascinant à quel point le cerveau se modifie par, en fait, à la suite de ce qu'il contacte dans l'environnement. Donc, par l'apprentissage, pas seulement l'apprentissage scolaire, mais l'apprentissage dans la vie de tous les jours. Donc, après l'analogie du torrent, je vous présente l'analogie de la forêt. On fait souvent référence à cette analogie-là. Je pense qu'il y en a plusieurs qui la connaissent peut-être. Pour ceux qui ne la connaissent pas, on fait souvent référence au cerveau comme à une forêt. Quand on se promène en forêt, s'il n'y a pas de sentier, pour se rendre d'un point A au point B, on doit défricher, on doit pousser la végétation et se frayer un chemin. Donc, c'est plus difficile. Mais plus on passe par ce même sentier-là, plus on passe par le même chemin, plus le chemin devient praticable. Et donc, plus c'est facile et plus c'est efficace. C'est la même chose dans le cerveau. Plus on utilise les mêmes connexions neuronales, mais plus elles se renforcent et donc plus elles deviennent praticables, si on veut, utilisables et faciles à utiliser et donc efficaces. À l'inverse, lorsqu'on cesse d'utiliser un même sentier dans la forêt, la végétation reprend sa place et tranquillement, le sentier va disparaître. Donc, dans le cerveau, c'est la même chose. Si on cesse d'utiliser des connexions neuronales, tranquillement, elles vont s'affaiblir pour possiblement finir par disparaître. Donc, quand on enseigne aux élèves le concept de neuroplasticité, donc quand on veut enseigner aux élèves comment fonctionne leur cerveau, le message principal qu'on veut qu'ils retiennent, c'est cette idée-là, en fait. Que les connexions neuronales se renforcent avec la pratique. Donc, plus on pratique quelque chose, plus nos connexions se renforcent. Avec l'effort aussi et l'utilisation de stratégies appropriées. Donc, évidemment, si on pratique beaucoup, on fait beaucoup d'efforts, mais qu'on utilise une mauvaise stratégie, ça ne portera pas fruit. Mais donc, c'est l'idée qu'on veut que les élèves retiennent. Qu'est-ce que les recherches disent à ce sujet-là? Donc, un premier constat que les recherches ont observé, c'est que d'enseigner ce concept-là de neuroplasticité aux élèves, ça favorise une conception dynamique de l'intelligence. Donc, en anglais, un growth mindset,
un mindset de développement, si on veut, un état d'esprit. Et donc, la conception de l'intelligence, ou mindset en anglais, ça a été développé par Dweck et ses collaborateurs dans plusieurs ouvrages. Et Steve Masson a glissé un petit mot ce matin. Les élèves peuvent avoir une conception plus fixe de l'intelligence, hein? C'est-à-dire qu'ils croient que les habiletés sont des traits fixes qui n'évoluent pas au cours du temps. Donc, on est bon ou on n'est pas bon dans un certain domaine et on n'y peut rien. Alors que d'autres individus ont une conception plus dynamique de l'intelligence, et donc que les habiletés se développent par la pratique, par l'effort, par l'utilisation de stratégies appropriées, et qu'il est donc possible de s'améliorer. Évidemment, ce n'est pas dichotomique, hein, c'est un continuum. On peut tendre vers une conception plus fixe ou vers une conception plus dynamique à certains degrés, mais ce sont les deux pôles. Donc, lorsqu'on enseigne aux élèves le fonctionnement de leur cerveau, la neuroplasticité, bien, des recherches démontrent que ça favorise une conception plus dynamique de l'intelligence chez les élèves. Je vous montre quelques recherches qui arrivent à ce constat-là. Donc, une première recherche en 2007 a étudié des élèves à risque de 12-13 ans, et ce qu'ils ont fait, c'est une intervention. Donc, sur le fonctionnement du cerveau, ils ont enseigné comment fonctionne le cerveau, à raison de 25 minutes par semaine, sur 8 semaines. Les variables qu'ils ont mesurées, c'est la conception de l'intelligence, la motivation et les résultats en mathématiques. Donc, ce qu'ils ont fait, ils avaient deux groupes. Un groupe expérimental dans lequel on avait l'intervention sur le fonctionnement du cerveau et un groupe contrôle dans lequel on avait une autre intervention qui portait sur la mémoire, mais qui n'abordait pas le concept de neuroplasticité. Leurs résultats, d'abord, ce qu'ils constatent, c'est que dans le groupe expérimental, effectivement, les élèves ont tendu vers une conception plus dynamique de l'intelligence après l'intervention. En ce qui concerne la motivation, on a aussi perçu une augmentation de la motivation chez les élèves qui avaient reçu cet enseignement-là. En mathématiques, c'est assez impressionnant aussi. Ce qu'on voit ici sur le graphique ici, en gras, c'est la ligne du groupe contrôle. Donc, ce sont les résultats en mathématiques au temps 1, temps 2, temps 3. L'intervention s'est passée entre le temps 2 et le temps 3, donc juste ici. Au temps 1, les résultats en mathématiques des groupes expérimentaux, en fait, c'est la ligne en pointillé, donc se situent à ce niveau-là, à peu près. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a une tendance descendante. Au temps 2, avant l'intervention, encore une fois, les résultats des deux groupes tendaient à descendre. Par contre, une fois qu'on a fait l'intervention, le groupe contrôle les résultats ont continué de diminuer, alors que dans le groupe expérimental, qui avait reçu l'enseignement sur le fonctionnement du cerveau, les résultats se sont mis à remonter. Donc, on a observé un renversement de la tendance descendante sur les résultats en mathématiques, ce qui est plutôt encourageant. Une autre étude en 2013 a fait quelque chose de très, très semblable avec des élèves de 11-12 ans. Donc, encore une fois, une intervention qui vise à enseigner le fonctionnement du cerveau à raison de 50 minutes par semaine pendant 4 semaines. Variables mesurées, ce sont les mêmes: conception de l'intelligence, motivation, résultats en mathématiques. Ce qu'ils ont constaté cette fois, pour la conception de l'intelligence, dans ce groupe-là également, les élèves, après l'intervention, tendaient vers une conception plus dynamique de l'intelligence. Par contre, pour ce qui est de la motivation et des mathématiques, on n'a pas observé d'effet positif de l'intervention. Donc, c'est un peu embêtant, hein, parce qu'on se dit, bon, on a des résultats qui sont un peu contradictoires, ou du moins qui ne vont pas dans la même direction. En recherche, ça arrive quand même régulièrement. Mais l'idée, c'est d'aller voir plus loin, en fait. Pourquoi on a des résultats contradictoires? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Une autre étude de Céline, justement, et ses collègues, en 2015,
elles ont étudié des élèves de 7 à 11 ans. Encore une fois, un enseignement du fonctionnement du cerveau, 45 minutes par semaine, pendant 3 semaines. Les variables mesurées, la conception de l'intelligence, les résultats en mathématiques et la fluidité en lecture cette fois. Si on regarde le résultat, encore une fois, la conception de l'intelligence est plus dynamique dans le groupe qui a reçu l'enseignement du cerveau. En mathématiques, ce qu'on a observé, c'est une augmentation chez les plus jeunes seulement. Donc, une augmentation de la performance, mais seulement dans le groupe plus jeune, donc les 7 à 9 ans. Le groupe plus vieux, donc 10-11 ans, on n'a pas vu de résultat. Et il y a une augmentation chez tous les groupes d'âge pour la fluidité en lecture. Donc, ce n'est pas encore tout à fait clair. Ce qui revient, c'est l'effet positif de l'intervention sur la conception de l'intelligence. Donc, on voit que, je vous ai présenté 3 recherches, mais il y en a d'autres, évidemment. Ce qui revient, c'est beaucoup, généralement, une intervention qui vise à enseigner le fonctionnement du cerveau, notamment en abordant la neuroplasticité, favorise une conception plus dynamique de l'intelligence chez les élèves. Par contre, comme les effets sur les autres variables sont plus ou moins clairs, il y a d'autres chercheurs qui ont voulu mieux comprendre le phénomène et ce qui se passait derrière. Donc, il y a quelques recherches qui ont étudié les particularités cérébrales des individus qui avaient une conception dynamique de l'intelligence à l'aide de l'électroencéphalographie, donc l'EEG, qui est le casque. Donc, vous l'avez vu un petit peu ce matin, un casque avec des électrodes qui mesure l'activité cérébrale, donc qui mesure le courant électrique, en fait, qu'il y a dans le cerveau. C'est tout à fait sécuritaire, c'est sans danger. On n'induit rien, on n'induit pas de choc électrique ou de courant quelconque, on mesure seulement l'activité. Et donc, ça nous donne un indice des mécanismes cérébraux qui sont en place pendant qu'un individu effectue une tâche. Quelques recherches. Donc, en 2011, on a étudié auprès de participants adultes. On n'a pas fait d'intervention cette fois. On a seulement mesuré, on a évalué la conception de l'intelligence des individus. Et donc, on les a classés dans 2 groupes, des individus ayant une conception plus dynamique et des individus ayant une conception plus fixe de l'intelligence. Et on a essayé d'observer qu'est-ce qui les différenciait. Ce qu'on a mesuré également, c'est le PE, le potentiel évoqué. Donc, c'est ce qu'on mesure avec l'électroencéphalographie. Donc, c'est un potentiel qui est lié à l'attention, en fait, au niveau d'attention qu'on accorde à un élément. Et finalement, on a fait faire aux participants une tâche d'inhibition qui demandait, en fait, dans laquelle on présentait des lettres et on demandait d'appuyer selon une certaine consigne. Et l'idée, c'était de faire le moins d'erreurs possible. Le résultat, ce qu'on constate, c'est que plus les individus avaient une conception dynamique, donc c'est ce qu'on voit sur le graphique ici, plus ils accordaient d'attention aux erreurs qu'ils faisaient. Donc sur le graphique ici, plus on monte sur l'axe horizontal, plus on a une conception dynamique de l'intelligence. Et plus on monte sur l'axe vertical, plus on accorde d'attention. Donc, plus les mécanismes d'attention sont élevés. C'est ce qu'on voit ici aussi. Donc, quand on a un fixed mindset, donc une conception plus fixe de l'intelligence, le jaune-vert représente qu'il y a moins d'activité qui est liée à l'attention quand on se trompe. Donc, quand on fait une erreur, on accorde moins d'attention à cette erreur-là, alors que quand on a un growth mindset, on accorde plus d'attention à l'erreur qu'on vient de faire et donc on est plus attentif après. Au niveau de la tâche, ce qu'on constate, c'est que les individus qui avaient une conception dynamique avaient également une meilleure performance à la tâche après avoir fait une erreur. Ce qui est très logique, hein? Donc, ils se trompent, ils accordent une plus grande attention à leur erreur. Après avoir fait l'erreur, ils se corrigent plus. Donc, ce qui diffère
en grande partie, c'est la réaction face à l'erreur. Chez les individus qui ont une conception plus dynamique, c'est comme s'ils percevaient l'erreur plus comme un défi. Donc, ils portent plus attention et enclenchent des mécanismes de correction d'erreur. Alors que chez les individus qui ont une conception plus fixe, ils vont accorder moins d'attention, peut-être qu'ils vont se désengager, peut-être qu'ils vont avoir tendance plus à abandonner, à se décourager face à l'erreur, et donc à moins corriger leurs erreurs. Il y a eu quelques autres études, pas une tonne, mais quelques autres qui sont arrivées à des conclusions similaires. Celle-ci, c'est la seule qui a effectué une intervention en lien avec le cerveau, mais qui a également mesuré l'activité cérébrale à l'aide de l'électroencéphalographie. Et les résultats, en fait, sont plutôt similaires. C'était chez les adultes également. Et ce qui diffère, c'est la réaction face à l'erreur, donc plus d'attention chez les individus ayant une conception dynamique et plus de correction d'erreurs, ce qui mène à des meilleurs résultats à la tâche, finalement. Donc, le premier constat, c'était que d'enseigner aux élèves que leur connexion neuronale se renforce avec la pratique, l'effort, l'utilisation de stratégies appropriées, favorise une conception dynamique de l'intelligence. Ce que d'autres recherches ont démontré, c'est que ça semble influencer également la réaction face à l'erreur et les mécanismes de correction d'erreur, ce qui est intéressant. Donc, si on se repose la question de départ, quels sont les effets d'enseigner aux élèves le fonctionnement de leur cerveau? On a les 3 morceaux qu'on vient de voir, mais maintenant, on se demande encore quel est l'effet sur les résultats scolaires. On avait des résultats contradictoires, on avait des résultats pas tout à fait convergents. Donc, on s'est posé la question, qu'est-ce que ça donne si on rassemble toutes les recherches qui ont étudié ce phénomène-là? Donc, on a fait une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est une espèce de synthèse d'études sur un même sujet. Et donc, on fait une espèce de moyenne des résultats pour essayer de voir c'est quoi l'impact si on rassemble toutes les études sur ce même sujet-là. Donc, on a trouvé 10 études qui avaient étudié l'effet d'un enseignement de la neuroplasticité. Donc, parmi ces 10 études-là, il y avait des élèves à partir de 7 ans jusqu'à l'âge adulte qui effectuaient un enseignement sur le fonctionnement du cerveau. Et les variables que ces études-là avaient mesurées, c'est la motivation, les mathématiques, la lecture et la réussite en général. Ce qu'on peut dégager dans une méta-analyse, ce sont des tailles d'effet. Donc, une taille d'effet, c'est un chiffre qui montre à quel point l'effet est grand. Donc, à quel point ça montre la force de l'effet, finalement. Si on a une taille d'effet de 0, ça voudrait dire que l'effet d'une quelconque intervention est nul. Pédagogiquement parlant, on considère qu'un effet commence à être intéressant à partir de 0,4. Donc, un effet de 1, c'est très, très fort. À partir de 0,4, on trouve ça intéressant en éducation parce que sous 0,4, on considère qu'il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent venir jouer dans l'équation et donc peut-être que l'effet qu'on voit n'est pas nécessairement attribuable à l'intervention qu'on veut mesurer. Donc, ce qu'on a observé dans ces 10 études, ce qu'on a pu ressortir, c'est que l'effet de cette intervention-là semble relativement bénéfique de façon générale, mais qu'il y a des différences lorsqu'on crée des sous-groupes de participants. Donc, si on mélange tout ensemble, on a une taille d'effet de 0,4. Donc, je vous disais que ça commence à être intéressant. C'est pas encore révolutionnaire, disons. Ensuite, pour la réussite, en général, 0,34, la motivation, 0,37, etc. Par contre, quand on crée des sous-groupes et on divise les élèves qui sont à risque versus ceux qui ne sont pas à risque, on voit des différences. Par exemple, pour la motivation, les élèves qui ne sont pas à risque, 0,19, ce qui n'est pas très grand, alors que 0,55 pour les élèves à risque. Mais la plus grande différence, c'est au niveau des mathématiques,
0,09 pour les élèves qui ne sont pas à risque, donc c'est presque nul, hein? Alors que pour les élèves à risque, 0,78. 0,78, c'est une très forte taille d'effet, c'est impressionnant. Donc, c'est ce qu'on en comprend des recherches aujourd'hui. Il faut être prudent, par contre, dans l'interprétation de ces résultats-là, hein, parce que, premièrement, c'est seulement 10 études. 10 études, ce n'est pas énorme. Chacune a des biais. La méta-analyse en elle-même a des biais également. Et donc, il faut être prudent, hein, c'est des moyennes aussi. Il y a différents facteurs qui jouent, possiblement d'autres facteurs qu'on n'a pas repérés qui jouent un rôle également là-dedans. Mais ça donne tout de même un indice de certains groupes d'élèves pour qui ça pourrait être plus intéressant. Donc, je reviens à notre schéma. Enseigner le fonctionnement cérébral aurait un impact positif sur la conception de l'intelligence, qui influencerait la réaction face à l'erreur et les mécanismes de correction d'erreur. Et en ce qui concerne les résultats scolaires, bien, ça semble plus fort pour les élèves qui sont à risque en mathématiques. Pourquoi? On peut seulement poser des hypothèses à ce stade-ci, hein? Mais c'est possible que pour les élèves à risque ou les élèves en difficulté, peut-être que ces élèves-là ont une conception plus fixe de l'intelligence à la base. Et donc, peut-être que ce type d'intervention-là, de leur dire que leurs connexions peuvent se renforcer et qu'ils peuvent s'améliorer finalement, bien, ça fait un gros changement dans leur conception et donc ça crée une grande différence finalement. Alors que des élèves peuvent avoir déjà une conception dynamique et on voit moins de changements. En mathématiques, pourquoi? Bien, les mathématiques, c'est une hypothèse qu'on pose ici, hein, mais c'est souvent un domaine pour lequel on croit qu'on a des aptitudes innées. Hein, donc, on est bon en maths ou on ne l'est pas. C'est comme une idée qui est forte, qui est présente, la bosse des maths. On a souvent cette idée-là, cette intuition-là. Et donc, peut-être que c'est pour cette raison-là qu'on voit un effet plus grand en mathématiques. Mais ça reste de l'ordre de l'hypothèse. Donc, en résumé, bien, enseigner aux élèves le fonctionnement de leur cerveau, ça semble intéressant pour, d'une part, favoriser une conception dynamique de l'intelligence, favoriser l'attention accordée à l'erreur et les mécanismes de correction d'erreur, et améliorer les résultats scolaires, hein, avec un petit bémol, dépendamment du type d'élève, dépendamment peut-être de la matière scolaire aussi, mais les recherches à venir pourront peut-être nous éclairer davantage à ce sujet-là. Donc, ça semble plutôt intéressant au niveau pédagogique, mais j'imagine qu'à ce stade-ci, la question que vous vous posez, c'est comment peut-on faire maintenant pour enseigner aux élèves le fonctionnement de leur cerveau? Qu'est-ce qu'on leur explique? Jusqu'à quel niveau de détail on va? Et donc, je vais laisser la parole à Céline, qui, après cet aperçu théorique, va vous donner un aperçu plus pratique de comment on peut enseigner aux élèves le fonctionnement du cerveau. Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup Jérémy, merci à tous de m'avoir convié à cette première école d'été de neuroéducation. Et j'ai vraiment un grand plaisir à vous montrer comment, vous illustrer un petit peu ce dont Jérémy vous a parlé et voir comment on peut mettre en pratique en classe à différents niveaux en fonction des différents âges des enfants jusqu'à des méthodes plus d'ingénierie pédagogique, je vais y arriver, avec des élèves un peu plus âgés. Voilà. Donc, comment peut-on enseigner aux élèves le fonctionnement de leur cerveau et de ses fonctions cognitives? Alors, on va rentrer, moi généralement quand je travaille avec les enseignants et les élèves, j'ai envie de dire que le cerveau c'est un peu un levier pour entrer dans les fonctions cognitives, les fonctions de contrôle cognitif et ce qu'on va appeler avec les plus jeunes les trésors cognitifs de son cerveau. Et sur plus généralement ce qu'on appelle l'apprendre à apprendre. Hein, avec ces enfants-là. Donc faire prendre conscience à tous les élèves de leur cerveau, mais aussi de toutes les fonctions cognitives qu'ils recèlent.
Donc on est dans le champ plus large, plus général de la métacognition, qui avait été défini il y a un certain nombre d'années par Flavel, hein, sur penser sur ses propres processus de pensée, qui est mise à l'honneur, j'ai envie de dire, au niveau du ministère de l'Éducation nationale de la France et de son conseil scientifique de l'éducation nationale qui est présidé par Stanislas Dehaene, qui va mettre au cœur du ministère de l'Éducation nationale les sciences cognitives à l'école et dans la formation des enseignants. Donc voilà, avec un axe de travail sur la métacognition qui est fortement privilégié. Donc c'est cette capacité de l'élève effectivement à réfléchir sur ses connaissances. Alors les connaissances, c'est ce dont Jérémy nous a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire quelle conception les enfants se font de l'intelligence, par exemple. Hein, ça, c'est une connaissance métacognitive que les élèves vont développer, et ils en développent un certain nombre, sur ses compétences, mais aussi sur ses expériences métacognitives, et ces capacités sont vraiment forts prédicteurs de la réussite scolaire ultérieure de ces élèves, comme voilà, les études de Roberts nous l'ont montré récemment. Donc d'où l'intérêt de faire prendre conscience aux élèves de ces fonctions de contrôle cognitif pour mieux apprendre en classe. Voilà. Donc je vais essayer de vous illustrer ces notions avec des enfants plus jeunes qui correspondent à l'école maternelle chez nous, puis des enfants du primaire un peu plus âgés, autour de 7-8 ans, puis ensuite avec des préados, pour voir comment on peut procéder avec eux. Donc, dans un premier temps, une séquence, j'ai envie de dire que l'entrée en fait, de ce travail, c'est la séquence sur le cerveau. Hein, puisque c'est vrai que le cerveau est l'organe des apprentissages, mais qu'il est très peu étudié à l'école, en tout cas en France. Il va falloir attendre que l'enfant est préado et autour de 14 ans pour qu'on commence à lui parler du cerveau, et puis dans le détail, hein, sur l'anatomie, le fonctionnement cérébral. Donc commencer à travailler sur le cerveau avec des enfants très jeunes, c'est un challenge, mais qui les intéresse énormément. Les enfants sont très curieux et on a eu envie de travailler avec des enfants très jeunes dans un premier temps pour pouvoir poursuivre le travail jusqu'à la pédagogie universitaire ensuite. On est aussi sollicité par des collègues de l'université pour pouvoir donner des billes justement à ce sujet-là. Donc la séquence sur le cerveau... avec des enfants on va dire autour de 6-8 ans, peut s'articuler à travers un certain nombre de séances, peut se décliner en fait à travers un certain nombre de séances. La première, c'est souvent celle qui consiste à recueillir en fait les représentations naïves des enfants, dessine-moi ce qu'il y a dans ta tête, et qui est souvent une amorce en fait pour une activité pédagogique et indispensable à la mise en place de la séquence. Et puis, on peut proposer dans un second temps des séances sur à quoi ça ressemble un cerveau, est-ce qu'on peut voir le cerveau, comment est-ce qu'on peut voir le cerveau, donc illustré à partir de vidéos ou de matériel en fait, qui montrent l'utilité de l'IRM, par exemple l'imagerie par résonance magnétique, pour voir à l'intérieur de son corps, comme on peut voir à l'intérieur de son corps en faisant des radios, on va voir ses os, on va voir un os cassé, comment est-ce qu'on peut voir à l'intérieur de sa boîte crânienne le cerveau, l'anatomie du cerveau, mais aussi le fonctionnement du cerveau en action. Est-ce qu'on a tous un cerveau? Est-ce que les animaux ont un cerveau? Les hommes ont un cerveau? Comment est-ce que le cerveau... Qu'est-ce qui nous différencie des autres de l'espèce animale? Est-ce que mon cerveau grandit? Et comment il grandit? Depuis la période gestationnelle jusqu'à, c'est Steve qui en a parlé ce matin, jusqu'à quel âge est-ce que le cerveau continue à se développer et à devenir mature autour, on l'a vu au niveau des régions préfrontales, du jeune adulte, hein, autour de 24 ans. Donc le cerveau se développe avec le développement du corps humain, avec le développement de l'enfant. À quoi ça sert un cerveau ? Est-ce qu'il me sert pour compter? Est-ce qu'il me sert pour parler? Est-ce que j'en ai seulement besoin pour lire ou pour calculer dans des situations d'apprentissage? Donc, réinvestir ou investir le rôle du cerveau dans tout un tas d'activités de la vie quotidienne qui ne sont pas uniquement des activités scolaires, j'ai envie de dire. Donc ça, pouvoir faire réfléchir les enfants à ce sujet. Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau quand je fais quelque chose? Donc là, ce sont des activités qui peuvent faire référence à
à des régions cérébrales qui vont être spécialisées dans certains traitements spécifiques, comme le langage, les mathématiques, le contrôle cognitif, en faisant du lien sur justement ce dont nous parlait notre collègue ce matin, sur les interactions entre ces différentes régions cérébrales qui sont absolument nécessaires. Et est-ce que je peux aider mon cerveau à mieux apprendre? Donc, qui fait référence là à cette notion de plasticité cérébrale. Comment est-ce que je peux aider mon cerveau à mieux apprendre? Et puis à casser un petit peu cette notion de théorie implicite de l'intelligence fixiste pour pouvoir reprendre le contrôle de mon propre fonctionnement cérébral en tant que chef d'orchestre de mon cerveau. C'est un petit peu cette idée-là qu'on véhicule avec les jeunes enfants notamment. Alors, je vais vous montrer une illustration en fait de cette séance-ci. À quoi ça sert un cerveau? Qui a été réalisée dans une école de Caen, dans laquelle je travaille, donc avec 4 enseignants, chercheurs, la directrice de l'école, 4 enseignants de l'école qui mettent en place en fait ces séances dans leur classe avec leurs élèves. Et puis un ingénieur d'études, et puis 16 étudiants qui travaillent sur ce projet, et 52 élèves qui sont impliqués avec ces enseignants dans ce projet de recherche qui s'appelle D4C, Découvrir le cerveau et le contrôle cognitif au cycle 1, donc avec des élèves de 3 à 6 ans. Donc là, il s'agit d'une classe d'enfants de 5-6 ans qui travaillent sur cette séance spécifique sur à quoi ça sert un cerveau. Alors, on va d'abord commencer. Je vais vous présenter les 6 petites images. Alors, qu'est-ce que c'est? Le cœur. Le cœur. Le cerveau. La bouche. La bouche. Quoi, les nuages? La pensée. La main. Les yeux. Les yeux. Julie, elle appelle ses chats. De quoi a besoin Julie pour appeler ses chats? Alors, on va lever le doigt quand on a une idée. Zaïd. Bouche. Elle a besoin de sa bouche. D'accord. Est-ce qu'elle a besoin d'autre chose? La main. Pourquoi elle a besoin de sa main? Parce qu'elle fait comme ça. Ah, parce qu'elle fait comme ça. Donc, elle a besoin de sa main. Donc, je vais mettre, elle a aussi besoin de sa main. Est-ce que vous voyez autre chose? Elle a besoin de son cerveau. Ah, elle a besoin de son cerveau? Elle a besoin de son cerveau. Très bien. Celle-ci. Julie regarde ses chats. Elle avait besoin de ses yeux pour voir. De ses yeux. Et toi, Marc, est-ce que tu veux dire autre chose? De son cœur et de ses yeux. Alors moi, je vais noter, elle a besoin, Julie, de ses yeux et de son cœur. D'accord. Mohamed, à ton avis, qu'est-ce qu'elle fait, Julie? Elle pense. Le nuage. Julie imagine ses chats. Donc toi, tu penses... Le nuage. Nuage. On a dit que ça représente quoi, le nuage? La pensée. Donc, quand Julie, elle imagine ses chats, la pensée. Salva. Ah, son cerveau. C'est pas comme ça, cerveau. Ah, celle-ci. Julie rêve de ses chats. Alors, C'est ce que ça veut dire. Arjun, Et penser. la pensée. Donc toi, alors, quand elle dort, la pensée. Elle a besoin de ses yeux pour fermer. Ah, elle a besoin de ses yeux pour les fermer. Et oui, quand on dort, On on a les yeux fermés. Alors donc moi je mets, parce qu'en effet, elle a besoin de ses yeux pour les fermer. Salva, Le cerveau. C'est dedans le cerveau qu'il y a les rêves. c'est dedans le cerveau qu'il y a les rêves. Donc je mets le cerveau. Non. Et Arjun, elle a rajouté quelque chose d'intéressant. Est-ce que tu peux redire, toi, Arjun, ce que tu as expliqué? Tu vois, quand on dort, et ben là, le cerveau, lui, il n'est pas en train de dormir. Et que fait-il, ce cerveau qui ne dort pas? Il passe tout le temps à travailler. À travailler. Il y a plein de bonnes choses là. Alors donc, encore une autre. Julie compte ses chats. Marc, de quoi elle a besoin, Julie, justement, pour compter ses chats? Yacine? De ses yeux. Elle a besoin de ses yeux. Pourquoi a-t-elle besoin de ses yeux? Pour voir s'il y en a qui s'échappent. Pour voir s'il n'y a pas un qui s'échappe et surtout pour les compter. Alors, elle a besoin de ses yeux. Le cerveau pour compter. Des yeux. Elle a besoin de ses yeux. Et oui, de ses yeux.
Marc, de son cerveau. Julie, lui, le chat, on a dit qu'elle avait besoin de sa bouche, qu'elle avait besoin de sa main, de son œil et de son cerveau. Alors, il y a une chose que l'on utilise pour tout faire. Le cerveau. Le cerveau, mais oui. À chaque fois, on se sert de notre cerveau tout le temps. Est-ce qu'on se sert de notre cerveau quand on dort? Oui. Ah oui. Le cerveau, il fonctionne tout le temps, tous les jours, même quand on dort. Quelqu'un se souvient où est-ce qu'il est notre cerveau? Il est dans la tête. Dans le milieu de la tête. Dans la tête. Voilà, donc vous voyez ici une illustration de cette séance, à quoi ça sert le cerveau, avec toutes les séances qui ont précédé, mais qui n'ont pas été filmées, hein, mais vous voyez en fait cette progression en fonction des réflexions qui ont été mises par les enfants. Il y avait déjà des connaissances qui avaient été acquises, qui avaient déjà été travaillées en classe avec l'enseignante, qui mène cette séquence-là avec les enfants. Qu'est-ce que je voulais vous dire également par rapport à cette vidéo? Oui, le fait aussi que le dispositif, le support, on pourrait imaginer de le travailler, de l'adapter avec des enfants plus âgés. Enfin, déjà, ce support-là, moi, j'ai déjà utilisé avec des enfants, des adolescents en très grande difficulté scolaire. Il fonctionne parfaitement bien. Hein. Donc, voilà, c'est un support qu'on peut facilement adapter, qui ne coûte rien, avec des enfants plus âgés. Alors, je voulais poursuivre mon intervention après le cerveau, en fait, sur ces outils de contrôle cognitif qu'on pourrait être amené à enseigner aux enfants, en tout cas les sensibiliser à ces outils de contrôle cognitif, pour leur permettre de mieux justement se réguler, s'autoréguler, pour mieux apprendre. Alors, un des premiers outils de contrôle cognitif qu'on a travaillé avec les enfants, c'est ce qu'on appelle l'attention sélective. Et on a appelé cette séquence « Se concentrer, c'est réussir ». L'objectif, c'était de faire prendre conscience aux élèves qui mettent en œuvre leur capacité d'attention dans des situations courantes de la vie quotidienne, comme lors des apprentissages scolaires. C'est-à-dire que quand on travaille avec des enfants jeunes, mais pas toujours aussi jeunes que ça, l'attention... L'enseignante, je pense que elle va souvent faire cette réflexion, fait attention auprès de ses élèves, sans même que les élèves ne sachent à quoi correspond réellement l'attention dont elle parle. Quand on interroge, j'ai interviewé, je ne peux pas tout vous passer là, mais des enfants de 6 ans, quand je leur demande qu'est-ce que c'est pour toi l'attention, c'est de faire attention à ne pas renverser un verre. Donc quand on leur demande, mais en classe, c'est quoi l'attention? Là, c'est plus compliqué. Comment on peut mobiliser son attention en classe? On le voit c'est compliqué pour des enfants jeunes, mais c'est compliqué pour des enfants même plus âgés, de savoir à quoi on fait référence quand on fait référence de l'attention exactement et des processus attentionnels qui sont en jeu dans les apprentissages et dans une tâche demandée par l'enseignante. Donc voilà, pour commencer à travailler avec des enfants jeunes, on travaille avec des pictogrammes, dont Madame Loupe qui représente en fait cette attention sélective, qui est cette capacité de focaliser son attention sur une tâche tout en ignorant les distracteurs. Donc là, on a fait le choix de travailler sur un type d'attention qui est l'attention sélective, qu'on a représenté avec ce pictogramme-là, et qui va être travaillé dans différentes activités donc proposées, mais qui pourra être réinvesti dans toutes les activités disciplinaires et didactiques de la classe, en utilisant le pictogramme à chaque fois que nécessaire, en fait. Donc, avec des jeunes enfants, on peut travailler sur l'écoute instrumentale, qui nécessite utiliser différents types d'instruments de musique, et puis proposer différents instruments de musique aux enfants, se cacher, jouer d'un instrument de musique et demander aux enfants de reconnaître l'instrument de musique qu'on vient de jouer de façon cachée. Donc on va travailler dans ce que je vous présente là, on va travailler différentes modalités sensorielles, l'écoute, la vue, le toucher, en essayant de varier les approches. Donc là, en l'occurrence, ça concerne l'écoute, mais celle-ci peut concerner plus particulièrement une entrée visuelle,
qui est très fortement sollicité en classe déjà par les enfants, mais voilà, qu'on peut travailler avec eux sur retrouver en fait un indicateur sur l'une des deux planches. Alors on peut travailler sur des planches d'animaux comme celle-ci, qui est plus simple pour les enfants les plus jeunes. Retrouver par exemple tous les oiseaux bleus dans la planche. Et puis on va demander aux enfants de travailler sur cette planche-là, et puis petit à petit, on va travailler avec eux sur les stratégies qu'ils ont pu utiliser. Est-ce que il y a un balayage oculaire qui est parti dans tous les sens, ils ont travaillé en ligne, en colonne, comment on peut faire pour en oublier moins, etc. Et puis après, tu travailles avec des planches un peu plus, avec un niveau de complexité un peu supérieur, avec des lettres par exemple, et puis vous voyez, là, on n'a plus de lignes. Hein, donc la difficulté est accrue. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'après chacune de ces séances, on travaille toujours sur ce qu'on va appeler une réflexion métacognitive, c'est-à-dire comment tu as fait, est-ce que c'était facile, difficile, tu t'es trompé, pourquoi tu t'es trompé, quelles sont les sources d'erreurs sur ce type de tâche, à quel moment tu as sollicité plus particulièrement ton attention. Donc chaque séance se clôture par ce rituel de réflexion métacognitive avec les enfants. Donc la troisième séance, c'est la séance de jeu de tri par le toucher, qui correspond à qui me toucher. Je ne sais pas si vous appelez ça comme ça ici. Utiliser une boîte qui n'est pas transparente, dans laquelle on va cacher un certain nombre d'objets. Et puis, on va demander aux enfants de retirer, par exemple, tous les triangles ou tous les carrés. Donc, on va travailler vraiment sur la kinesthésie là, avec les enfants, mais avec une attention particulière sur le toucher et la reconnaissance d'un objet parmi d'autres. Alors, on peut complexifier les objets qu'on va mettre dans la boîte. Et puis, on peut aussi imaginer de poursuivre des activités de travail sur l'attention sélective par tout un tas de jeux qu'on trouve très facilement dans le commerce, mais qui peuvent permettre de travailler l'attention avec les enfants. Bon, je pense que vous reconnaîtrez où est Charlie, le jeu du lynx, le double. Voilà, mais l'intérêt d'utiliser ces jeux, c'est de pouvoir les utiliser dans la poursuite du travail engagé avec les enfants sur l'attention et sur la sollicitation de cette fonction bien précise en discutant avec les enfants. Voilà, donc ça c'est un exemple qu'on peut tout à fait décliner à des âges différents et qu'on peut compléter en fonction de la créativité de chacun, poursuivre, etc. La séquence suivante, c'est une séquence qui va travailler sur un autre outil de contrôle cognitif qu'est l'inhibition. Cette séquence, on va l'appeler « Stop, réfléchis avant d'agir ». Et elle va permettre à l'enfant toujours de faire prendre conscience à ses élèves qu'ils mettent en œuvre des capacités d'inhibition dans des situations courantes de la vie quotidienne comme dans les apprentissages scolaires, en les sensibilisant à ce qu'on appelle l'inhibition. Alors autant l'attention, les enfants en ont déjà entendu parler, autant l'inhibition c'est un peu plus compliqué parce que c'est un mot qui leur est souvent inconnu. Donc déjà pouvoir faire émerger avec eux cette notion de réfléchir avant d'agir, j'ai envie de dire, d'appeler Monsieur Stop, je réfléchis et ensuite j'agis. Donc voilà, l'inhibition, ça permet de résister aux distracteurs et de supprimer temporairement une réponse qui est dominante, qui est surapprise ou qui serait automatisée. Donc voilà, on a utilisé le pictogramme Monsieur Stop, qui marche très très bien, jusqu'à longtemps, avec les enfants et qu'ils utilisent très facilement. Alors pour pouvoir travailler avec eux cette notion d'inhibition, on peut leur proposer des situations de mime. Ça marche bien avec les plus jeunes sur les animaux, ça fonctionne encore bien avec des enfants plus âgés, mais voilà, proposer des mimes d'animaux avec les enfants, lapin, chat ou coq. Et puis proposer donc des jeux de cartes. Et puis, donc on va s'entraîner avec les enfants à bien repérer le mime de chaque animal. Et puis l'idée ensuite, dans un deuxième sens, c'est de proposer la carte d'un animal et demander à l'enfant de mimer n'importe quel animal, sauf celui qu'il voit sur la carte. Donc, je vois le lapin, mais je vous mime. Non, je ne vous mime pas le lapin, je vous mime par exemple le coq. Ah. J'appelle Monsieur Stop. Et j'inhibe ma stratégie qui serait dominante, là, qui serait celle de faire le mime de l'animal que je vois sur la carte.
Donc voilà, donc après on peut poursuivre avec des enfants plus grands sur des émotions, par exemple mimer des émotions ou mimer des objets usuels de la vie courante. Je vois le peigne, mais je fais le geste du brossage de dents. Donc là, je vais travailler vraiment sur mon contrôle inhibiteur et sur la régulation de cette fonction au cours de cette tâche. Et puis ensuite, j'essaye de... Voilà, on amène l'enseignante à réfléchir sur les difficultés que les enfants ont rencontrées au cours de cette tâche. Le jeu des instruments s'apparente un petit peu à celui que je vous ai proposé précédemment, dans la mesure où là, je vais jouer d'un instrument de musique et je vais proposer aux enfants... Je joue d'un instrument de musique et je propose aux enfants de jouer n'importe quel instrument, sauf celui qui vient d'être entendu. Donc de la même façon, là, ça nécessite et de l'attention sélective et de l'inhibition pour ne pas jouer l'instrument qui vient d'être joué précédemment. Et puis, proposer des jeux tels que chameau-chamois, des jeux qui s'apparentent plus à des jeux de motricité. Vous connaissez ce jeu-là, ici, chameau-chamois? Donc on fait 2 équipes avec un chasuble qu'on va accrocher à l'arrière, et puis l'enseignant raconte une histoire sur les chameaux, sur les chamois, et à chaque fois qu'il utilise le terme chameau, les chameaux doivent aller s'emparer du chasuble des chamois. Mais voilà, l'enseignant peut, au cours de son histoire, tendre des pièges pour que les enfants soient amenés à se précipiter, puis finalement devoir adapter leur comportement et puis courir, parce que finalement c'est l'équipe adverse qui va devoir venir leur récupérer leur chasuble. Voilà. Donc toutes ces séances, en tout cas, sont toujours amenées à être discutées en fin de séance sur une réflexion avec les enfants métacognitive. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai réussi? Pourquoi je me suis trompée, etc. Poursuivi par des jeux également. La flexibilité, la séance de flexibilité, elle est illustrée par Madame Balançoire. Et c'est ce qui nous permet de passer d'une opération cognitive à une autre. Et je peux l'utiliser à travers différentes activités que je vais vous passer rapidement parce que le temps passe, mais qui vont permettre à l'enfant de, par exemple ici, sur Trace ton chemin, de passer... De réaliser un tracé en passant d'une catégorie à une autre catégorie, par exemple de la catégorie vêtements à la catégorie fleurs, ou de la catégorie chiffres à la catégorie lettres, pouvoir alterner une stratégie à une autre stratégie. Et c'est ce qui va permettre d'entraîner les enfants justement à cette souplesse cognitive, à cette flexibilité cognitive dont ils auront besoin ensuite dans les apprentissages. Alors, je vais vous passer une courte illustration de ce que ça peut donner en classe, donc avec des élèves de 6-7 ans. C'est qui, lui? Léon le neurone. Tout à fait. Léon, problème. Alors, Léon le neurone, il habite dans votre tête. Et il communique avec ses autres amis neurones. Ah ouais. Tout à fait. Alphonse. Et le dernier qui est bleu et violet. Tout à fait. Bleu et violet. Et Sid le neurone. Hop là. Le chapeau beau. Et l'autre, les autres. Il y en a un qui s'allume. C'est lui. Oui, celui-là, il s'allume. Et pourquoi il s'allume? Dites-moi, les enfants. Parce que c'est le message qui renvoie à Alphonse et... Tout à fait. Et à les autres neurones. Tout à fait, tu as raison. À tous les jours. Les neurones, ils communiquent entre eux. Et communiquent, vous vous souvenez? Ils s'allument. Par l'électricité. Il y a du bleu. Oui, ils s'allument. Du vert. Et du orange. Et du violet. Vous voyez, les neurones, ils se connectent les uns avec les autres, ils se relient, et comme ça, ils créent un chemin où l'information va pouvoir passer pour pouvoir communiquer les uns avec les autres. Il y a 5 milliards de petits neurones dans notre cerveau. Oh. C'est la famille de Léon, le neurone. C'est bien, Maya, dis donc, t'en sais des choses. C'est bien. Le cerveau, il ressemble à ça. Est-ce qu'on peut voir le cerveau? Oui, Mégane, dis-moi. Dans la grosse machine. Ah, cette grosse machine-là?
Oui. Comment elle s'appelle cette grosse machine? Je me souviens plus trop du nom, mais en tout cas, c'est pour. Il y a une espèce d'attache pour qu'on tienne bien le cerveau. Oui, la Qu'on tienne tête. bien la tête et ça s'avance dans la grande machine. C'est ça, et ça prend des photos du cerveau. Et cette grosse machine qui ressemble à une navette spatiale, ça s'appelle un IRM. Est-ce que le cerveau grandit? Oui. Il grandit quand on grandit. Tout à fait. Tout le temps. Tu as raison. Et ça va pas, il grandit plus. Tout à fait, il grandit. De la naissance, Non, enfin il même grandit. avant, quand on est tout bébé, jusqu'à 21 ans. Peut-on entraîner notre cerveau pour être plus fort à l'école? Oui. En fait, plus on s'entraîne, plus le cerveau il se modifie. Tout à fait. On a tout le temps du cerveau. On en a besoin tout le temps du cerveau. Même quand on dort, des fois il nous fait des cauchemars. Alors, quels sont les 3 trésors de notre cerveau, les enfants? Oui, Monsieur Stop, Monsieur Stop, Madame Balançoire. Madame Balançoire. Attention. Bon, dis donc, vous en savez des choses, hein? Oui, c'est parce qu'on les a vus dans le coffre et ça est passé dans la tête. Oui, tout à fait. Ouais, À quoi sert Monsieur Attention? Oui, Florentia. à faire attention. À faire attention? Oui, Mégane. À éviter le piège. À éviter les pièges. Autre chose? Et il y a qui aussi dans la boîte? Monsieur Stop. Et il sert à quoi, Monsieur Stop? Dis-moi. Bah, Monsieur Stop, il dit qu'il faut bloquer le piège. Ah, c'est très intéressant, tout à fait. Monsieur Stop, il bloque le piège. Il dit stop au piège pour qu'on ne tombe pas dans le piège et qu'on ne donne pas la mauvaise réponse. C'est très bien. Alors, les enfants, qu'est-ce qu'on peut faire alors à l'école pour devenir plus fort? Travailler. Oui, Mégane. Travailler, écouter la maîtresse. Oui, bien écouter, Et être bien concentré, travailler. Quoi d'autre? Bah, on écoute bien les consignes. On écoute bien les consignes, on est bien concentré. Tout à fait. On peut aussi appeler Monsieur Stop. Monsieur Stop et Madame Balançoire. Madame Balançoire. Et Monsieur Loup. Non, Ah, mais c'est Monsieur Attention. Voilà, c'était une reconstitution, comme vous l'avez compris, de toutes les séances précédentes sur un petit temps raccourci pour vous permettre d'avoir une illustration rapide de ce qui avait été fait auparavant. Alors, je vais terminer avec une séquence qui est proposée là, avec des préadolescents en fait, au collège, psychologie et sciences cognitives au service des apprentissages scolaires. Donc avec des élèves de 12 à 15 ans qui rentrent dans le cadre d'une recherche appliquée, hein, comme toutes celles que je vous ai présentées précédemment, auprès de collégiens, à la demande d'un chef d'établissement de collège. Donc là, c'est plus un module, une petite illustration d'ingénierie pédagogique qui va vous montrer comment est-ce qu'on peut mettre ça en place dans un établissement, à la demande de l'équipe de direction, avec une supervision au niveau des enseignants sur les séances qui ont été réalisées sur le cerveau, mais pas que, enfin, vous l'avez compris, tout ce dont voilà, Steve vous a parlé également ce matin, les effets d'apprentissage distribués et non massés, le rôle du sommeil, le rôle de la mémoire, de l'attention auprès de ces jeunes collégiens. Au collège d'Edwige du Désert de Lessé, dans le département de la Manche, élèves et équipes pédagogiques travaillent à comprendre le fonctionnement du cerveau. C'est une action qui a un double objectif. Le premier objectif, c'est d'apprendre aux élèves comment fonctionne le cerveau. Qu'est-ce qui est mis en jeu dans le cadre des apprentissages? Qu'est-ce qui peut entraver ces apprentissages ou au contraire les aider? Et on considère que ces connaissances-là, appuyées donc sur des expérimentations pratiques et mises en lien avec le travail disciplinaire, sont de nature à permettre aux élèves de mieux effectuer leur travail personnel d'une part, de mieux suivre en classe, de mieux adapter aussi leur méthode de travail pour mieux réussir. Alors, les éléments de notre recherche que nous investissons dans cette action qui est conduite donc au collège de Lessé dans la Manche
porte tout d'abord sur le rôle des capacités attentionnelles dans les apprentissages scolaires, mais également le rôle d'un système de mémoire tout particulier qu'on appelle la mémoire de travail, qui nous permet de maintenir des informations dans une courte durée pour pouvoir opérer des traitements sur ces informations afin que tout ce que l'on apprend et tout ce que l'on traite puisse être encodé à plus long terme dans une mémoire qu'on appelle la mémoire à long terme. On emprunte aussi à d'autres collègues, que ce soit sur le territoire national ou à l'international, les résultats de leurs travaux plus largement dans le champ de ce qu'on appelle les sciences cognitives. Dans ce dispositif qui a été mis en place à l'essai, on aborde aussi le rôle des différents systèmes de mémoire, outre la mémoire de travail, et en particulier des systèmes de mémoire à long terme comme la mémoire procédurale, la mémoire épisodique, la mémoire sémantique notamment, dans les apprentissages. Le rôle du sommeil aussi, qui est fondamental pour pouvoir encoder correctement les souvenirs à long terme. On avait donc d'abord mis en place dans le cadre de la réforme du collège l'idée que l'accompagnement personnalisé pouvait répondre à cette demande, à ce besoin. On a donc dégagé des créneaux disciplinaires pour effectuer ça. Ensuite, notre réflexion nous a amené à considérer que ce qui a été évoqué précédemment sur la nécessité pour l'élève de comprendre comment fonctionnait son cerveau pour entrer dans les apprentissages pouvait appuyer, étayer tout ce travail personnel pour lui permettre non seulement de le faire et de le faire accompagner, mais aussi de s'approprier les bonnes façons de faire, de s'approprier les bonnes méthodes et d'avoir une confiance en soi, une estime de soi qui lui permettent de prendre conscience de l'intérêt qu'il y avait et de la possibilité pour chacun de se mettre au travail et d'en tirer les résultats. Le dispositif de formation des personnels de l'établissement a été réfléchi autour d'un module de 3 journées sur la fin de l'année scolaire qui a été présenté à l'ensemble de l'équipe à la fois pédagogique et de direction. Alors on a voulu proposer un programme suffisamment général pour qu'il puisse s'adapter à chacun et aux formations de chacun, et qui portait essentiellement sur l'introduction à la neuroéducation, des éléments d'information sur le développement cognitif et neurocognitif de l'enfant et de l'adolescent, donc pour pouvoir faire le lien entre le développement de la façon de penser des adolescents et leur développement anatomique, cérébral en fait, et leur d'un point de vue fonctionnel et anatomique. Qu'au lieu d'avoir des cours traditionnels de 55 minutes, comme à peu près partout, on est passé sur des cours de 45 minutes. Tous les élèves bénéficient du dispositif, donc le lundi, les 6e et 5e ont un créneau commun où ils ont cet accompagnement personnalisé. Donc nos 6 classes de 6e, 5e sont prises en charge par 8 adultes, donc 6 enseignants, la CPE et moi-même. Et les classes de 4e, 3e, les 6 classes, ont également un créneau commun le même jour et sont pris en charge de la même façon par 8 adultes. Les élèves du dispositif Ulysse sont également impliqués dans le dispositif neurosciences. Dans cette évaluation, donc nous les évaluons sur plusieurs domaines, donc à la fois dans les apprentissages scolaires, donc plutôt en calcul, lecture, mais aussi sur d'autres dimensions comme l'estime de soi. Nous les évaluons aussi sur les conceptions qu'ils peuvent avoir de l'intelligence, les conceptions qu'ils ont sur l'intelligence, les conceptions qu'ils ont aussi sur les relations qui peuvent exister entre le cerveau et la pensée, sur les conceptions qu'ils peuvent avoir aussi sur le cerveau. Donc ça c'est plutôt pour la partie élève, mais les parents aussi, ont eux aussi ils doivent répondre à un questionnaire donc sur leurs enfants. Ce qu'on a pu observer chez un certain nombre d'élèves, c'est que ça a pu les amener à modifier leur pratique et leur manière d'apprendre. Ça a pu également modifier la perception qu'ils avaient d'eux-mêmes sur leur capacité à apprendre et donc permettre de développer du coup leur estime d'eux-mêmes en leur qualité d'élève. Et ça, pour nous, c'est quelque chose d'absolument primordial et d'extrêmement important. Cette action nous semble très intéressante en termes de formation continue des enseignants parce qu'elle est le cadre d'un projet qui permet justement le développement professionnel des enseignants. Et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il s'agit d'un projet partagé par l'ensemble de l'équipe. La deuxième, c'est que ce projet s'inscrit dans une durée qui est suffisamment longue pour permettre à l'ensemble de cette équipe d'évoluer.
d'évoluer par rapport à quoi? Par rapport à des apports extérieurs, que ce soit ceux des enseignants-chercheurs ou que ce soit ceux des référents CARDI, et des apports internes à l'équipe qui, par des échanges pédagogiques, des réflexions collectives, évoluent dans la conception du métier, dans la conception de ce que sont les élèves et dans le travail qu'ils réalisent. Il nous semble important d'informer les élèves, mais aussi les enseignants, de l'existence de cette plasticité qui permet justement de pouvoir amener l'élève à considérer qu'il n'a pas un niveau d'intelligence fixé à un instant T, mais que bien sûr cette intelligence elle est malléable, hein, et que même si on peut rencontrer des difficultés, par exemple dans le cas de l'apprentissage des mathématiques qui font souvent peur aux élèves, tout est toujours possible et donc on peut s'améliorer et on peut réussir. Donc, je pense que vous avez eu un aperçu un petit peu de la façon dont, de l'accompagnement en tout cas qu'on a pu réaliser auprès de cet établissement. Et j'ai envie d'ajouter que en fait, l'impact sera d'autant plus important que l'ensemble de l'équipe éducative et pédagogique est associé au projet. Et là, en l'occurrence, c'est un projet qui englobait l'ensemble de l'équipe pédagogique, donc qui aura d'autant plus d'impact en fait auprès des élèves. Donc, je vais terminer en une conclusion qui resitue le rôle central du cerveau en tant qu'organe de l'apprentissage et la nécessité de former les élèves à cet organe. Mais aussi l'idée de mieux connaître son cerveau, c'est aussi un levier pour pouvoir aborder avec eux les processus cognitifs d'apprentissage que je vous ai présentés tout à l'heure, qui sont indispensables pour mieux apprendre. Et l'idée, donc, c'est de faire prendre conscience aux élèves de ces outils de contrôle cognitif dès le plus jeune âge, hein, si possible, pour pouvoir poursuivre ce travail tout au long du cursus scolaire et universitaire du jeune. Voilà, je vous remercie de votre attention.